pas cool pour les gens qui sont là. Oui, non, mais c'est 5 minutes. Attends, mais je peux chanter si tu veux. C'est pas cool pour les gens qui sont C'est comme tu veux en prendre 5 minutes. En fait, c'est qu'il y a toutes les salles de prise et tout. Donc, 15h15, c'est là qu'il y a toutes les parties. S'il y a des gens qui, au cas où, veulent venir, ça a commencé, on te laisse encore ou on pas? Je les ai fait payer 50 € et moi je prends 45 et d'autres Ok, prends 5. vas-y alors. Je vais envoyer. Ok. Je ferme la porte? Bah ouais, sinon c'est pas grave. Bon, bah on est 6. Bah, du coup, si vous voulez, on peut se rapprocher. Hein, ça sera... Alors, je suis obligé de parler dans le micro pour la prise de son. Faut pas que je m'avance. Si? C'est bon? Bon, cool. On va ramener les chaises. On va attendre le bus ensemble. Je vais aussi virer le manche debout. Hop. Bon, effectivement, c'est moi qui ai choisi le titre. Effectivement, il est un peu pompeux. L'objectif, c'était surtout d'essayer de vous évoquer dans ce titre comment est-ce qu'on fait pour transformer une entreprise qui carbure, avec des collaborateurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent, en une entreprise où les gens peut-être travaillent moins, de manière plus efficace, grâce à la data. Et donc, comment opérer ce switch et surtout, comment ne pas vous faire, on va dire, rouler par les commerciaux bien rodés, experts en data, les présentations un petit peu tronquées, etc. Donc vous donner un petit peu quelques insights sur comment éviter ça. Deuxième étape, vous présenter un peu les fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans votre société pour arriver à, on va dire, avoir un terreau fertile pour transformer votre société en une société data-driven. Et puis finalement, les éléments clés pour diffuser la culture data au sein de votre entreprise et du coup parachever, on va dire, cette mue de l'entreprise. Donc 3 étapes. Premier, on évite les pièges. Deuxième, on crée un terreau fertile. Et 2, 3, on construit. Ça vous va? Il n'y a pas de consultant expert data qui vend des trucs ou qui me tuera? Ok, bon, c'est bon, je peux y aller. Alors, je vais juste prendre mes notes. La première étape, c'est normalement, vous avez tous reçu dans votre boîte mail un mail d'un commercial qui vous a dit on a fait un super projet chez MAF, Matmut, n'importe qui, et qui va vous proposer son projet de bout en bout. On est là sur une pratique commune, une pratique où on a des commerciaux qui vont vous attaquer avec un gros ROI et des éléments qui vont vous parler puisqu'on est sur un lookalike par rapport à votre expertise. Ça, c'est classique. Qu'est-ce qui se cache derrière ces cas d'usage très beaux qui vont vous livrer? En général, les projets qui vous évoquent sont le projet ou les projets qui ont réussi. Grosso modo, aujourd'hui, on fait passer, on va dire, à l'état de production entre 5 et 10% des projets IA. Donc quand vous avez un beau projet qui arrive dans votre boîte mail et qui vous fait très envie, n'oubliez pas qu'il y en a 10 autres qui ont planté et que donc c'est un risque qu'il faut maîtriser et il faut donc, on va dire, choisir parmi tous les éléments qu'on peut vous proposer, toutes les sollicitations que vous recevez, pour identifier, premièrement, quel est le cas qui vous correspond. Comment est-ce qu'on fait ça? Première chose, parlons d'un cas que j'ai vécu dans ma boîte d'avant. Anticiper la prise de contact des clients. Quelque chose à grosse valeur ajoutée, où en général, le client, il vous appelle, il n'arrive pas à vous avoir, il finit énervé, et ça part au mieux en mauvais avis sur Google, et au pire en une réclamation diverse et variée auprès de la juridiction qui va bien. Donc c'était dans... On est filmé? Ok. Dans mon ancienne boîte, l'idée était de pouvoir anticiper les prises de contact avec nos clients. On a donc une société qui est venue nous voir, qui nous a proposé quelque chose qui marchait très bien. Donc on s'est dit, banco, on y va. Sauf que ce qu'on a raté, c'est les fondamentaux. On est parti, on a lâché plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire quelque chose et on ne s'est pas assuré que les fondations étaient là. Plus précisément, quand un assuré nous contacte, il nous contacte pour une bonne raison. Donc pour pouvoir savoir pourquoi il nous a appelés, c'est bien de tracer cet élément a posteriori. Sinon, vous pouvez faire le modèle que vous voulez, aussi précis que vous voulez, vous allez vous retrouver avec des groupes d'assurés qui potentiellement voulaient peut-être quelque chose d'identique ou pas. Nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va prendre tous nos appels,
on va prendre tous les profils de nos clients, on va les regrouper, et on va derrière en tirer donc des clusters, des grosses patates, au sein desquelles on va se dire, bah voilà, cette patate, c'est ce cas d'usage. Et en fait, ce n'était pas du tout la réalité. Quand on a fait creuser nos métiers, on s'est rendu compte que, en fait, au sein de ces clusters, il y avait des réalités complètement différentes et que le prérequis aurait été de mettre en place un premier système qui permettait aux agents au téléphone de venir nous spécifier à quoi était lié l'appel ou le mail. Donc, première étape, quand vous recevez un cas d'usage, vérifiez bien que vous avez tous les éléments clés. Plus précisément, quand on vous dit « ça va vous permettre d'identifier ce que veut un client », est-ce que actuellement, dans mon système d'information, je suis capable de savoir ce que voulait le client? Première étape de base, mais je me suis déjà planté là-dessus, donc je préfère vous donner ce premier élément. Le deuxième élément, c'est une fois que vous avez, on va dire, mis en place votre premier cas d'usage, vous allez avoir forcément des éléments qu'on va vous demander, c'est-à-dire faire un reporting. La data visualisation, donc grosso modo, pas faire des slides, mais plutôt faire un joli tableau de bord que vos dirigeants ou vous-même consulterez régulièrement pour suivre l'activité, que ce soit du centre de service au sens large ou d'un cas d'usage spécifique. Je vais vous montrer un cas qui est assez marrant. Alors ça marche mieux quand j'ai un stylo rouge, mais il n'y a que du vert. Donc, normalement, vous avez sur chaque slide environ 30 secondes d'attention. Donc si là je vous dis on a beaucoup de 2, vous allez me croire. Mais vous n'allez pas avoir le temps de lire ou alors vous n'allez pas m'écouter. Votre intuition, quand vous allez regarder cet élément, va être ok, j'ai des chiffres. Quand on fait de la data vise, on peut faire quelque chose de beaucoup plus malin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir guider avant même que vous réfléchissiez sur l'information qui m'est importante. Ouais, mais là, ça va se voir maintenant. Sur la partie droite, je guide directement votre regard sur ces deux. Je guide directement l'attention sur ce deux, c'est le message que je veux faire passer. En data, on a beaucoup de données, on doit expliquer beaucoup de choses, et la spécialité des consultants, c'est de vous guider sur ce deux. C'est-à-dire que eux, leurs besoins, leur cas d'usage, ce qu'ils va livrer, c'est de la valeur ici. Mais vous voyez que vous, ce qui vous intéresse, c'est tout ça. Donc, quand on reçoit une proposition d'un consultant, l'élément peut paraître génial, mais est-ce que c'est vraiment là qu'est la valeur pour votre société? Avec un affichage, avec un reporting, voire un cas d'usage que je vous démontre, avec ces spécialités qui sont des spécialités qu'on appelle de pre-attentive design, c'est-à-dire que je vais vous forcer à penser ce que je veux que vous pensiez grâce à des visualisations, on va souvent dériver. Et donc, le cas d'usage clé qui est vous allez pouvoir faire de l'upsell sur vos clients. Bah, si finalement vous êtes un centre de relations de sinistres automobiles, ce n'est pas le cas d'usage principal. Certes, vous allez pouvoir aller faire du ROI et vos experts, vos consultants data que vous allez avoir en face de vous, va faire en sorte de optimiser les données de telle sorte à pousser ce cas d'usage comme étant clé pour vous, mais c'est essentiel de prendre du recul et de vérifier si c'est bien la réalité. En statistique, on utilise ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Probabilité conditionnelle, c'est quoi? Alors, le cas d'usage, l'exemple est un peu macabre, mais il marche assez bien. C'est les tentatives de suicide. Désolé. En prison, plus de 10 tentatives sur 10 est lié à un prisonnier qui en a déjà fait une. Si je vous donne uniquement cette information, vous allez vous dire, oula, il faut surveiller les détenus ayant déjà fait une tentative de suicide. Sauf qu'il vous manque une information clé, c'est que 90% de ceux qui font leur première tentative de suicide la réussissent. Et donc en fait, ce n'est pas du tout ceux qui en ont déjà fait une qu'il faut suivre. C'est exactement le même élément qu'on utilise quand on fait du consulting data. On va venir décaler le focus sur un élément clé, non pas en vous tronquant la réalité, mais juste en accentuant cet élément avec des méthodes comme ça, ou alors des méthodes avec des jolis chiffres qui sont en fait pas la vraie réalité. J'ai eu un autre cas il n'y a pas longtemps avec un junior de l'équipe, alors il n'a pas fait exprès, mais je lui ai demandé analyse-moi les sinistres pour qu'on puisse voir quel est l'âge moyen. Et donc il fait son analyse
Et en fait, il a analysé les sinistres entre eux. Donc, il m'a comparé grosso modo les pare-chocs abîmés avec les rétroviseurs abîmés. Alors que ce qui m'intéressait, moi, c'était de comparer ceux qui ont eu un accident et ceux qui n'en ont pas eu. Et donc, pareil, des petites dérives comme ça qui, au final, vont vous perturber complètement l'exploitation du cas d'usage. Le dernier point, quand on reçoit une proposition d'un consultant, c'est de vérifier qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, et je ne m'avancerai pas sur le salon de pouvoir juger de toutes les solutions, mais en tout cas sur le salon de la data et de l'IA à Paris, on voit des sociétés qui vont vous dire c'est de l'IA, c'est super chouette, ça fait plein de choses. Et derrière, quand on décortique, ils vont en fait aller vous demander comment ça se passe sur le terrain et ils vont aller faire ce qu'on appelle du rule-based, c'est-à-dire des conditions, tout simplement, pour pouvoir vous dire, bah voilà, j'ai traité votre cas d'usage avec des si et des alors. Ils vont cacher ça derrière un joli, derrière un joli nom d'IA, mais dans les faits, c'est tout simplement des règles qu'on empile. Et c'est ce qu'on retrouve pas mal dans certains chatbots qu'on va vous vendre comme étant de l'intelligence artificielle. Mais derrière, en fait, c'est des scénarios que vous déroulez. Et la seule partie d'intelligence artificielle qu'on peut retrouver éventuellement, c'est sur la compréhension de ce que veut l'assuré, ou le client, pardon, et pas beaucoup après. En revanche, il y a d'autres solutions qui, elles, vont être en mesure de faire bouger cet arbre de décision. Il faut arriver à identifier justement les sociétés qui sont capables de faire évoluer ces arbres de décision en fonction du contexte par rapport à celles qui vont juste vous dire c'est de l'IA et en fait derrière c'est tout simplement des règles qu'on empile les unes derrière les autres. Ça c'était la première partie que je voulais vous évoquer sur les pièges du consulting. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des éléments que vous voulez que je précise. Pas besoin. Top. Le deuxième point que je vais vous évoquer, c'était les fondamentaux quand on veut scaler sa société pour passer sur une société data-driven. Le premier élément, c'est celui que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les définitions. Dis-moi tous les clients qui sont multi-équipés. Ok. Qu'est-ce que c'est le multi-équipement? Comment je le calcule? Il y a plusieurs façons de calculer un multi-équipement. Un client qui a deux produits en même temps, mais ça peut aussi être un client qui a eu deux produits au cours de son cycle de vie, ou un client qui a eu deux produits d'une marque différente, etc., etc. Donc il y a plein de définitions différentes du multi-équipement, et ça c'est qu'un exemple. Je peux vous donner l'exemple de la conformité. Donne-nous tous les clients conformes. Conforme du point de vue de la finance, c'est quelqu'un qui paye. Conforme du point de vue de l'assureur, c'est quelqu'un qui a toutes ses pièces, son permis, etc. Donc il y a plein d'exemples, et l'élément clé, c'est tout simplement d'avoir des définitions alignées. C'est un truc extrêmement difficile au début parce que personne ne sait ce qu'il veut, et en général, quand vous avez une société qui n'est pas mature sur la partie data, on va avoir des besoins de très haut niveau. Dis-moi tous les clients multi-équipés qui sont conformes, sur qui je peux faire du business. Et ça, d'un point de vue data, ce n'est pas exploitable. Donc, il faut arriver, dans un premier temps, avant même de construire les équipes data, à arriver à expliquer aux dirigeants ou à celui qui génère la stratégie, de redescendre un niveau, d'essayer d'expliquer concrètement qu'est-ce qu'il a en tête pour que derrière l'analyse qu'on fait soit bonne. Chez Leoker, je peux arriver, si j'analyse la conformité, je peux vous dire qu'on a 99% de nos contrats conformes, comme je peux vous dire qu'on n'en a que 90%. Il y a un écart de 10% entre les deux, qui sont uniquement liés à la définition, sauf qu'en termes d'impact juridique, ce n'est pas tout à fait la même chose d'en avoir 1 ou 10%. Premier élément. Deuxième élément, ce qui va se passer quand vous allez commencer à travailler avec la data dans votre société, c'est que je vais vous dire 5, avec un gros 6 dans la main, et là, vous allez dire « Merde ». C'est pas tout à fait lié aux définitions, ça, c'est plutôt lié à la manière dont on analyse les données. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous avez forcément plusieurs sources de données. Vous allez avoir votre CRM d'un côté, vous allez avoir potentiellement votre cahier d'expédition de l'autre, etc. Et au final, ces sources ont le malheur de ne pas être cohérentes entre elles, donc il va y avoir des décalages. Pour pouvoir commencer à construire des équipes data qui vont pouvoir vous donner une efficacité voulue, il faut identifier ce qu'on appelle les golden sources. La golden source, c'est quoi? C'est tout simplement la source qui fera foi sur telle ou telle information. Chez Leocar, par exemple, on sait que la source qui fait foi concernant les contrats d'assurance, c'est notre solution qui gère les contrats d'assurance. En revanche,
la source qui fait foi sur tout ce qui est relation client, ça va être notre CRM. Et tous ces éléments ne se parlent pas forcément ou pas parfaitement. Et donc l'enjeu, quand vous avez commencé à mettre les premières briques de vos équipes data, ça va être d'assurer la cohérence et d'expliquer les différences entre ces briques. Au tout début, quand je suis arrivé, c'était en janvier, effectivement, compter le nombre de contrats chez les hawkers, en fonction de à qui on demandait l'information, on n'avait pas le même résultat. Et c'était tout à fait normal, puisque certains allaient considérer les contrats qui étaient actuellement en effet, c'est-à-dire entre leur date de souscription et leur date de résiliation. Et on a d'autres qui disaient, ah ben non, à partir du moment où le client a demandé la résiliation, je ne le compte plus. Donc là, on est sur un effet définition. Et puis, il y avait un autre effet qui se cumulait, c'était l'effet source. Certains venaient interroger le CRM et d'autres la base des contrats d'assurance. Et donc, de facto, on pouvait se retrouver avec 4 chiffres complètement différents qui étaient tous corrects. Et ça, il faut vraiment être détente là-dessus. Hein. En fonction de ce que j'interroge, j'aurai des résultats différents. C'est à moi de choisir non pas ma réalité, puisque les 4 réalités sont bonnes, mais plus quelle est celle que je vais suivre et garder cette cohérence dans le temps pour pouvoir m'assurer que je suis toujours le bon élément. L'autre point, c'est qu'il faut absolument, quand vous construisez vos équipes data, vous assurer que le métier est toujours impliqué. Ça peut paraître facile, hein, mais on a souvent tendance à se dire, bon, la data fait son analyse, et puis derrière, on applique. On a mis en place, il n'y a pas longtemps, un tableau qui nous permet de suivre la performance des équipes en termes de relations clients pour savoir quelles sont les équipes qui répondent le plus vite aux clients, où les clients sont le plus satisfaits, etc. Donc vraiment sur une vision de pilotage d'équipe. Et on s'est rendu compte d'une anomalie il y a 2 semaines, je crois. Le vendredi, il y a 2 semaines, on a eu un pic monumental de retard de traitement. Donc sur la base, si j'avais fait une analyse purement data, le résultat aurait été, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe, va falloir leur mettre un coup de pied au cul parce qu'ils sont en retard. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a pu, grâce à un export divers, se rendre compte qu'un certain nombre de dossiers où on attendait des réponses des clients, finalement, on n'avait plus de réponses des clients. Donc tous ces dossiers-là, on les a clôturés, ce qui est une activité classique. Mais de facto, le KPI qu'on suivait s'est envolé avec des retards de traitement. On est passé, je crois, d'une 30 ou 60 jours, on est monté à 200 jours. Et donc on s'est retrouvé avec un chiffre complètement aberrant qui, une fois présenté au COMEX, si on n'avait pas backé avec les métiers ce qui se passait, on aurait pu avoir des incidences assez graves en termes de stratégie. Donc toujours vérifier ce qui se passe avec les métiers. Un autre exemple qui veut vous paraître complètement bateau, c'était à nouveau dans ma boîte précédente, c'était sur l'absentéisme. On travaillait sur identifier les causes racines de l'absentéisme dans les sociétés. Et on avait sorti un algo qui nous avait dit, écoutez, dans tel entrepôt d'un client, il y a un gros problème. Et donc effectivement, il y avait un gros problème dans cet entrepôt. Mais l'alerte, il ne fallait surtout pas qu'on la fasse lever parce que c'était un cas qui était connu de la direction de la société et que si on allait communiquer sur le problème qu'il y avait dans cet entrepôt, on venait mettre en péril la stabilité de l'entrepôt puisque le problème avait été réglé. Mais dans les données, comme dans tout, il y a de l'inertie et donc on peut parfois, si on ne fait pas gaffe quand on échange avec les métiers, quand on n'échange pas avec les métiers, oublier cet effet d'inertie et oublier qu'une cause racine peut être traitée et qu'il y a tout simplement de l'inertie, typiquement dans l'absentéisme. L'absentéisme, on peut avoir plus d'1 an encore des surabsentéismes quand il y avait un problème racine tel que ça peut être tout simplement des problèmes d'accès, des problèmes de recrutement et autres qui sont des problèmes qui, sur le long terme et qui du coup nous génèrent de l'inertie. Je vous propose de passer sur la dernière partie, la partie culture data. Comment est-ce qu'on crée la culture data dans une société? Le premier élément, c'est éviter le binge data. Exactement comme on regarde tous les épisodes d'une série sur Netflix en continu parce que il y a juste à rester assis pour voir les épisodes. Quand on commence à avoir de la data dans une société, on a beaucoup de gens qui, par curiosité, et rarement mal placés d'ailleurs,
vont vouloir savoir si on peut avoir telle info, telle info, telle info, telle info. Bien sûr, quand on crée une équipe data, on est ravi de pouvoir répondre à ces questions. Mais bien vite, on se rend compte que les gens se disent « Ah, mais est-ce que tu peux m'analyser tous ceux qui ont une Clio bleue ?» Ok, oui, je peux. Oui, je vais te le faire. Mais derrière, c'est quel est le vrai ROI de cette analyse? Quelle est la décision business? Alors business au sens ROI financier ou au sens relation client ou encore au sens notoriété. Quel est le vrai ROI qu'il y a derrière? On a dans toutes les sociétés des gens qui sont plutôt curieux, qui typiquement, on leur dit plante-moi des poireaux, ils vont devenir experts en plantage de poireaux en moins d'une semaine. Et bah, quand on leur donne de la data, ils se comportent exactement pareil, sauf que cet usage pour la société, il n'est pas forcément direct. Donc, c'est le premier élément, malheureusement, quand je mets à disposition de la donnée à une équipe, m'assurer qu'elle puisse faire son travail et qu'elle ne puisse pas se perdre dans toutes les données que je lui donne, parce qu'au final, ces analyses ne vont pas forcément être porteuses de valeur. L'autre problème qui est lié à ça, c'est le problème de la question mal posée ou de la personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche. Un cas assez classique, Emric, analyse-nous le pattern de cross-sell dans la société. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'analyse? Qu'est-ce que tu veux? Donc, il y a un premier travail qui est orienter la question pour essayer d'expliquer au dirigeant ou à celui qui a l'idée qu'est-ce que tu veux suivre vraiment. Donc là, la vraie question qui déroule derrière, c'est dis-moi tous les clients sur lesquels on a réussi à augmenter le panier moyen en 2 ans. Vous voyez qu'il y a déjà un joli drift entre le premier et le deuxième. Ok, mais on analyse ces clients dans quelle mesure? Est-ce que c'est des paniers qui sont sur un ou plusieurs produits? Est-ce que c'est des paniers sur un seul produit? Etc., etc. Et petit à petit, on va réussir à rentrer dans un entonnoir de questions qui va nous rendre, grosso modo, l'analyse relativement simple. Il restera à faire des sommes, des moyennes, mais pas beaucoup plus. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des cas où le dirigeant va répondre « Non, mais c'est pas ce que je pense ». Comment on gère ça? En général, quand on a une société data-driven, on a une société qui est pilotée avec des convictions. C'est-à-dire que le dirigeant, ça fait 10, 20, 30 ans qu'il fait ce métier, il sait ce qu'est la réalité, et grosso modo, le rôle de l'équipe data, c'est de lui prouver, ou d'essayer de lui prouver qu'il a tort. C'est comme ça qu'on pilote une société data-driven. On dit, je pense que les femmes de 40 ans constituent 50% de mon portefeuille actuellement. Donc, je n'ai aucune valeur ajoutée en tant qu'équipe data à lui dire non, c'est 39,5. On est d'accord. Le 40, c'est quelque chose qu'il a la conviction que c'est le cas. Quelle est la plus-value à lui montrer qu'il a tort ou elle a raison? Elle est assez faible. Il n'y a pas d'impact business, donc il n'y a pas à activer de mission de data analyst sur ce sujet. Pareil, quand je prends une décision stratégique, on doit créer une nouvelle offre véhicule électrique, par exemple. Quand on a des dirigeants qui ne sont pas habitués à bosser avec la data, ils vont dire demandez à la data si c'est pertinent de le faire. Sauf que, grosso modo, avec les données qu'on a, on ne peut pas dire si c'est une bonne décision ou pas. C'est une décision où on va pouvoir évaluer la taille du marché, évoluer éventuellement la capacité à pénétrer, etc. Mais en revanche, les détails de ce marché-là, la spécificité, etc., elles s'appuient plutôt sur l'expertise d'un dirigeant ou d'un expert du métier. La manière de procéder, théoriquement, c'est d'inverser. C'est dire, cher dirigeant, qu'est-ce que tu ferais si je n'étais pas là? Je lancerais le produit. Ok. Et dans quelles conditions est-ce que tu ne lancerais pas le produit? Si mon chiffre d'affaires potentiel est inférieur à X milliers d'euros. Et là, le métier de la data se transforme en non plus chercher la voie, montrer la voie, mais plus à dire, ok, ton hypothèse, c'est 10 millions d'euros. Et bien moi, je suis capable de t'identifier qu'il y a 90% de chances pour que tu fasses moins que ces 10 millions d'euros. Est-ce que tu souhaites conserver cette décision stratégique d'aller faire du véhicule électrique ou pas? Donc gros shift, et surtout shift qui permet de remettre l'expert au bon endroit. C'est lui qui décide, et la data qui vient mettre en doute, quand c'est pertinent, sa décision. Voilà pour la troisième partie un petit peu plus pratique. Ce que je voulais vous proposer, c'est un petit peu d'évoquer vos sujets d'actualité sur la partie, si vous en avez d'ailleurs, sur la partie data, sur la partie plus spécifiquement
on va dire, algorithmiques qui vous permettraient d'optimiser vos quotidiens. Je ne sais pas si vous avez des éléments ou des sujets chauds actuellement, qu'on puisse un peu les détourer ensemble. Non? Dans ce cas, je parle du mien, hein. Ça me va. Donc actuellement, chez Locker, on est en train d'essayer de travailler autour de la notion d'empathie et plus précisément d'essayer d'être là au bon moment pour le client. Alors, on le fait déjà plutôt bien, mais le sujet, c'est plus d'arriver à optimiser notre masse salariale, enfin pas notre masse salariale, pardon, notre nombre d'agents disponibles pour le client, puisque sur Rennes, on est sur Rennes, le recrutement est extrêmement tendu, et donc un agent, il faut l'occuper de manière efficace et déléguer le plus possible à des algorithmes toute la partie qui est avec valeur ajoutée plus faible. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour identifier la manière pertinente pour contacter un client? La première étape, c'est d'aller vérifier avec la tech qu'on a bien les informations qui vont bien au bon moment. Aujourd'hui, dans notre joli CRM, on sait quand un client nous contacte, on sait pourquoi il nous contacte, mais on ne savait pas jusqu'à présent est-ce que l'issue de cette prise de contact avait été satisfaisante ou non. C'est quelque chose qu'on ne traçait pas parce qu'on n'en avait jamais eu besoin. Donc, on est allé voir la tech il y a quelques mois en leur demandant est-ce que c'est possible de rajouter cette case pour que nous, on puisse nous s'en servir un petit peu plus tard. Donc ça va nous permettre, aujourd'hui on a je crois 2 ou 3 000 prises de contact par jour. Sur ces 2 ou 3 000 prises de contact, qu'elles soient avec un humain ou un agent, on va savoir si elle s'est terminée de manière satisfaisante ou pas. Pour derrière, on va pouvoir regrouper toutes les prises de contact entre elles et se dire voilà un groupe d'interactions qui s'est bien passé, voilà un groupe d'interactions qui s'est mal passé, et derrière, aller creuser sur les cas qui se passent mal. Alors là, on va être vraiment sur identifier a posteriori ce qui se passe. Une fois que cette étape sera faite, on va prendre une interaction ou un groupe d'interactions sur un client et on va la porter au modèle. On va présenter tout simplement la situation de cet individu au modèle et le modèle va nous dire écoute, a priori, elle va se passer bien ou mal. Une fois que ça rentre dans le process, il y a un agent qui va suivre l'interaction de bout en bout pour essayer d'identifier quel est le moment où ça dérive. L'objectif est simple, c'est que l'algorithme qu'on utilise est capable en continu de réévaluer la pertinence d'une interaction, est-ce qu'elle va bien finir ou pas, et l'objectif est de la faire détourner vers un vert, et à partir du moment où elle est en vert, on sait que ça va a priori bien se terminer, et que donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Une fois qu'on sait à quel moment l'agent a repris la main sur la conversation, ou plutôt a fait une action nécessaire, on transforme le modèle non plus en identifier comment va se terminer l'action, mais identifier quel est le moment précis où il va falloir faire une action humaine. Typiquement, j'ai reçu 15 chats d'une personne, je reçois un appel, en fait je sais que si je le rappelle le lendemain, ça va mal finir, donc expertise humaine qui reprend le relais là, il faut que je le rappelle dans les 5 minutes. Vous allez me dire c'est assez bateau comme explication, mais c'est le plus simple parce que si je rentre dans la technique, c'est un peu plus technique. Ok, on reprend beaucoup plus vite la main et derrière, on va réussir à dire ok, c'est la prise d'appel dans les 5, 10, 15 minutes et on va réussir à identifier le cran nécessaire qui nous permet de repasser la situation en vert. Donc ce projet-là, qui est en cours de mise en place, il intègre fortement les métiers, fortement la tech et la data, puisque l'idée c'est de comprendre ce qui se passe avec un système qu'on va pouvoir adapter pour faire dériver l'agent vers un comportement optimal. Et une fois que ce comportement sera identifié comme étant celui qui permet de satisfaire le plus les clients, on va pouvoir mettre en place et adapter la formation pour que les clients sachent reconnaître les premiers patterns et les signaux faibles dans les conversations pour qu'éventuellement, ils puissent être en mesure de capter l'information d'une dérive potentielle de la qualité d'interaction beaucoup plus tôt. Derrière, l'objectif, il est simple, comme je vous le disais, c'est limiter le nombre d'agents nécessaires par assuré. Donc aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, mais grosso modo, la cible de marché classique sur l'assurance, c'est 1 pour 9000. Donc c'est d'arriver grosso modo à faire grossir notre portefeuille sans recruter plus et avec une meilleure qualité, plutôt classique. On a bien sûr des sujets de call sortant. Alors sur les sujets de call sortant,
Là, on est plus sur un moment de prise de contact optimale. Là, je ne sais pas si vous étiez dans la conf sur l'IA à midi, mais du coup, il y avait Pimpo qui parlait de cet élément-là. Là, c'est pareil, c'est quand j'ai un appel sortant que je veux optimiser. Bah, pour l'optimiser, j'ai besoin de connaître le bon moment auquel je prends contact avec mon client. Et donc ça, c'est pareil, on va faire des tests, on va identifier des situations où le client finit par répondre ou pas, et après on fait ces regroupements et on se dit, ok, là c'est bon, je peux y aller, ou là à l'inverse, c'est rouge. Et après, dès qu'on commence à envoyer la situation vers plutôt du vert, bah, on n'a pas besoin de reprendre la main, et quand c'est du rouge, l'utilisateur va reprendre la main. Voilà pour le petit exemple sur le cas d'usage. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres, des remarques. Non. Bon, bah dans ce cas, je peux vous libérer si vous voulez. Je voulais rendre un peu plus interactif, mais avec beaucoup de monde, c'est pas tout à fait pareil. Oui, j'ai pas commencé par ça. Je m'occupe de la partie du coup de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'ai fait chez Leocare, en arrivant, j'ai mis en place, on avait une organisation un petit peu artisanale sur la partie data. Donc, on a rendu la data industrielle. Et donc, maintenant, je m'occupe de justement trouver les cas d'usage sur lesquels mettre l'IA est pertinent, ceux sur lesquels c'est pas le cas, et aussi avec une logique non pas héroïste au terme financier, mais vraiment valeur client et valeur collaborateur pour se dire, ok, ce cas d'usage-là, il ne va pas nous ramener du business, mais il nous permet d'améliorer la qualité globale du client ou du salarié. Mais dans les faits, hein, on va avoir 90% du boulot qui va être analyser des données pour des décisions très court-termistes, non, pour des décisions, et que 10% du boulot qui va être faire des algos, on va dire, prédictifs ou qui permettent de vraiment aller scaler nos cas d'usage. Mais ça, c'est classique. C'est parce qu'au final, le besoin au quotidien, c'est dis-moi combien de clients font ceci, dis-moi combien de clients font cela, et éventuellement, prédis-nous les ventes dans 2 ans. Mais ça, le besoin est beaucoup plus rare. On bosse sur la quali, mais la quali c'est toujours plus compliqué pour comprendre, alors, notamment comprendre le langage français, c'est toujours un peu spécial, mais surtout dans les modèles, on rend le plus possible la quali quanti, et donc l'appréciation, est-ce que typiquement ce call s'est bien passé, on pourrait demander du wording, et historiquement, j'ai des jolies notes où l'agent remplit, le client voulait ça, il est plutôt content, et aujourd'hui on est passé en quanti justement pour que ce soit plus facile à scaler.